is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo aujourd'hui. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si t'es ici de temps en temps ou à chaque semaine. On arrive à plus de 230 épisodes avec toujours une alternance entre des épisodes solo, des épisodes avec des invités. Je suis plus inspirée et enthousiaste que jamais avec le podcast. Donc, merci d'être à l'écoute, que ce soit la première conversation awesome que tu écoutes ou la 234, je pense que ça va être cet épisode-là. J'apprécie vraiment beaucoup. Donc, partage l'épisode avec quelqu'un, tag-moi sur les réseaux sociaux si tu veux partager un épisode dans tes stories ou dans un post. Laisse-moi un petit 5 étoiles sur Spotify, Apple, Google. C'est des petites façons de partager le podcast qui permettent à moi puis au podcast de se faire connaître de plus en plus, tranquillement pas vite. Plus de 4 ans d'épisodes hebdomadaires, vraiment de façon constante. Puis je dis tout ça avec beaucoup de fierté et un grand sourire. Fait qu'encore une fois, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, en mode solo, donc on va plonger dans un sujet que ça fait longtemps que j'ai envie de jaser. En fait, qu'on jase ici et là à travers les différents épisodes, que ce soit moi toute seule ou avec des invités, qui est un sujet qu'on entend de plus en plus parler. Il y a vraiment une espèce de montée fulgurante de gens qui font du travail sur eux-mêmes, et c'est tant mieux. Donc, beaucoup de développement personnel, beaucoup de développement spirituel, beaucoup de livres, beaucoup de podcasts, des gens qui vont assister à des conférences, qui vont aller dans des retraites, et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, ce thème-là d'aujourd'hui, ça fait une couple de fois, en fait plusieurs fois, que, encore une fois, dans les 230 quelques épisodes, plusieurs fois, on a abordé le sujet de près ou de loin, et je l'avais mis dans mes notes de faire un épisode au complet dédié là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important. Et justement, si on veut faire du travail sur soi, si on veut évoluer, si on veut guérir des trucs, si on veut faire la paix avec notre passé, si on veut devenir une personne plus alignée avec notre essence, avec nos valeurs, en meilleure santé globale, vivre une vie selon nos termes, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut pas éviter. C'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement pertinent à regarder, observer, s'analyser, faire l'introspection et éventuellement être en action, en fait, pour se guérir de ces blessures-là. Donc, aujourd'hui, on parle des 5 blessures de l'enfance. Et si tu n'as jamais entendu parler de ça, si c'est un concept qui est nouveau pour toi, je te conseille fortement, de rester à l'écoute, parce que je vais te vulgariser ça, je vais te résumer ça, mais et surtout, d'aller voir plus loin. Il y a plein de livres sur le sujet. Je pense que le livre le classique qui, en tout cas, moi, a vraiment changé énormément de choses dans ma vie, qui m'a permis d'apprendre sur le sujet en profondeur, qui m'a aidé dans ma guérison, justement, de mes blessures d'enfance, c'est le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, qui est une auteure exceptionnelle, ça fait longtemps qu'elle écrit des livres sur le sujet. En fait, je sais pas son plus récent c'est quoi, mais entre autres, elle a le livre Qui es-tu? Écoute ton corps. Bon, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle a un livre, je me souviens pas de l'original en français, moi je l'avais lu en anglais, en anglais ça s'appelle Ego, tout simplement, et qui était justement un peu la suite du livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui démontre vraiment c'est quoi les masques qu'on porte, que l'ego construit pour justement se protéger de ces blessures-là à l'âge adulte. Donc, il y a plein d'autres ressources sur le sujet, comme j'ai déjà dit, on en parle beaucoup, développement personnel, thérapie, etc., travail sur soi, mais je pense que ça, c'est vraiment un classique, super, bien expliqué, mieux expliqué que moi, avec justement des façons de voir, OK, moi, c'est quelle blessure que j'ai peut-être le plus, avec laquelle je résonne. Elle a même des petits dessins qui démontrent la morphologie qu'on peut développer à l'âge adulte, donc de quoi on a l'air physiquement. C'est super intéressant, avec des exemples vraiment précis. Moi, encore une fois, ça a été 2 livres qui ont
été très, très, très marquant dans tous les livres que j'ai lus dans ma vie en lien avec le développement personnel. Ça serait dans mon top 10 facilement des livres qui ont été le plus marquants. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je me fie beaucoup sur ces livres pour vous vulgariser ça, vous expliquer ça. Moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis pas experte dans le inner child healing, puis les blessures de guérison, etc. Mais comme vous savez, j'aime ça sur le podcast, vous transmettre justement des connaissances que moi j'ai appris, que j'ai appliquées, que je vulgarise le mieux possible pour rendre ça vraiment relatable, qu'on puisse raisonner avec ça. Et bien sûr, avoir nos prises de conscience, d'introspection, des petits changements de mindset et évidemment, changer des petites habitudes de vie, être dans l'action pour s'aider. Fait que voilà, et comme je disais, en fait, je l'ai pas encore dit, mais comme je l'ai écrit dans mes notes, on les a tous, ces blessures-là. Donc, il y en a 5 principales. On les a tous à l'intérieur de soi. Il y en a certaines auxquelles on va s'identifier beaucoup plus que d'autres. On en a souvent une, peut-être 2 principales, mais on est quand même affecté, beaucoup ou un peu, par les 5. Donc, quand je vais jaser aujourd'hui puis te résumer un petit peu les 5 blessures, encore une fois, selon ma propre expérience, mes propres recherches, puis ma propre compréhension, je suis pas une experte là-dedans, mais essaie de voir et surtout de ressentir dans ton corps, ça résonne. Ah ouais, je me reconnais là-dedans. Puis comme je vous dis, le livre, entre autres, de Lise Bourbeau, là, c'est comme tellement flagrant les exemples qu'elle donne. J'ai ri à voix haute plusieurs fois en lisant ce livre-là. J'ai lu 2 fois plutôt qu'une parce que je me reconnaissais tellement dans les exemples, tu sais. Donc, voilà. Puis, l'autre chose que je veux mentionner aussi d'entrée de jeu, c'est que c'est pas la faute de nos parents. Là, ça a l'air bien intense, la blessure de l'enfance. On a tous été blessés dans notre enfance. On a les 5 en plus à différents niveaux puis intensités. C'est pas la faute de nos parents. Nos parents aussi ont des blessures de l'enfance. Leurs parents à eux, donc nos grands-parents aussi. Si tu as été élevé par, je sais pas moi, ta tante ou tes grands-parents, puis pas nécessairement par tes parents, c'est pas de la faute des gens qui sont avec toi principalement pendant l'enfance. Les intentions sont très, très, très souvent belles, positives, bonnes. Je pense que la grande, grande, grande majorité des parents veulent faire du bien à leurs enfants, veulent les aimer, veulent les protéger, veulent faire tout en leur pouvoir pour leur donner le plus d'outils possible pour les protéger, pour les aimer, pour les supporter, pour les encadrer. Oui, il y a un petit mini pourcentage que ces intentions-là sont peut-être pas aussi positives. Il y a des familles dysfonctionnelles, il y a des familles avec beaucoup de parents, par exemple, qui ont des troubles de consommation, maladies mentales, etc. On parle pas de ça. Population générale, encore une fois, je pense que, puis vous êtes peut-être parents aussi, là, je pense que c'est assez flagrant de dire qu'on veut le mieux pour nos enfants. Donc, le but aussi de cette conversation-là aujourd'hui, c'est pas qu'après ça, vous allez tout appeler votre mère, vous dire « Hey, c'est de ta faute si j'ai la blessure du rejet, puis à cause de toi, X, Y, Z. » Non, pas du tout. Souvent, ça se fait, pas souvent, mais tout le temps, en fait, ça se fait de façon vraiment inconsciente. Ça va être une chose qui a été dit une fois, encore une fois, intentionnellement, c'était positif, c'était pas mal voulu, mais la façon que nous, en tant que petit bébé, petit enfant, on l'a intériorisé, on l'a compris de façon, encore une fois, subconsciente, ça a créé justement des comportements, des schémas mentaux, des programmes, des croyances qui, après ça, bien sûr, viennent affecter notre vie adulte. Alright? Donc, on a toutes les blessures à différents niveaux. C'est pas la faute de nos parents et on n'est pas pogné avec ça le reste de nos jours. Puis c'est un peu aussi ça, l'intention d'aujourd'hui. C'est comme, OK, si tu n'as jamais entendu parler de ça, cool. Ça va être une première prise de conscience et après ça, tu vas avoir le choix, la responsabilité de peut-être plonger plus là-dedans, peut-être de te faire accompagner, mais au moins, tu sais que ça existe. Puis tu vas peut-être avoir des moments de je comprends maintenant pourquoi je fais X, ou je comprends maintenant pourquoi j'ai tendance à toujours penser à Y ou à réagir comme Z. Donc, les prises de conscience, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais c'est quelque chose que je dis aussi dans plusieurs des podcasts, c'est vraiment la première étape pour tout changement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers chaque. Puis, comme je disais, oui, écoutez avec votre mental, votre tête, votre rationnel, mais essayez de vraiment tune in, de ressentir dans votre corps laquelle de ces blessures-là fait comme « Ah ouais, ça me parle, puis ouais, je me reconnais là-dedans. »
Puisqu'après ça, ben c'est sûr, vous me connaissez, on va parler de solutions pour entamer ou poursuivre, peut-être même votre guérison. Si c'est un concept que vous avez déjà entendu parler, vous l'avez peut-être déjà lu, le livre, ou d'autres livres en lien avec les 5 blessures de l'enfance, puis vous sentez que vous êtes déjà sur un chemin de guérison, ben c'est super, c'est awesome. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste un rappel ou juste une opportunité pour vous de voir vous en êtes où sur ce chemin-là, et est-ce qu'il y a une chose, 2 choses, 3 choses de plus que vous pouvez peut-être amener dans votre awareness, dans votre conscience, éventuellement dans votre quotidien, pour vous aider à, comme je disais, entamer et ou poursuivre votre processus de guérison. Parce qu'il y a énormément de bénéfices de faire ce travail-là, et ça aussi, on va en jaser à la fin du podcast. Donc, let's dive in. Probablement que sur chaque blessure, je pourrais passer un épisode de podcast au complet. Donc, je vais essayer d'être concise et de pas trop m'éterniser pour pas qu'on soit là dans 3 heures. Mais encore une fois, je veux vulgariser, simplifier. Il y a peut-être une façon que moi, je le dis, que vous avez lu différemment dans un livre, mais encore une fois, on y va pour les 5 blessures. Fait que la première blessure qu'on va aborder, c'est la blessure de rejet. Le rejet, c'est une blessure qui est liée au sentiment de « j'ai pas le droit d'exister ». Fait que l'enfant, il se sent indésirable, il est pas accepté dans son essence, donc tel qu'il est. Puis toutes les blessures, c'est souvent vécu très, très tôt. Des fois, c'est genre même dans la grossesse ou, tu sais, la naissance. Puis la blessure de rejet, ça peut être ressenti si, par exemple, un des parents, puis de mémoire, puis je l'ai pas marqué dans mes notes, parce que oui, j'ai pris des notes aujourd'hui, parce que justement, je voulais pas parler pendant 4 heures. Des fois, je fais des conversations awesome, go with the flow avec pas de notes, mais là, j'en ai pris pour, encore une fois, pas faire 150 détours. Mais de mémoire, c'est souvent avec un parent du même sexe. Donc, si c'était une fille, c'est ta mère, bien sûr. Si c'était un homme, ben c'est ton père, de mémoire. Puis, dans le fond, un des parents rejette inconsciemment l'enfant. Donc, encore une fois, l'intention peut être bonne, mais inconsciemment, l'enfant est rejeté. Par exemple, il l'a pas désiré, cet enfant-là, puis bon, ben je suis enceinte, on va faire avec, hein? Ou le parent, par exemple, n'accepte pas la sensibilité de l'enfant. Fait que ce que ça peut faire, ça, au niveau de cette blessure-là, si, je vais vous donner bien sûr d'autres exemples et tout, c'est que, par exemple, ça peut... Je vais parler aussi des masques, OK? Je voulais dire 3 affaires en même temps, là, d'où ma petite pause, là, mais des masques qu'on développe à l'âge adulte, OK? Pardon. Donc, juste pour résumer, le rejet, ça peut être vraiment dès la conception, si l'enfant n'est pas désiré. Le parent peut rejeter la sensibilité de la personne, peut être très critique, peut être distant, peut être parfois absent émotionnellement ou physiquement. C'est un rejet de qu'est-ce que l'enfant est et pas nécessairement qu'est-ce qu'il fait. Donc, on est trop actif, trop silencieux comme enfant, etc. OK? Donc, ça, c'est à peu près le portrait de. Donc, à l'âge adulte, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut avoir certains comportements comme une tendance à se faire oublier. On a peur, on panique, on a peur d'être jugé ou d'être critiqué. On peut saboter certains projets avant qu'ils aboutissent à quelque chose de positif. Genre, on ne mérite pas que X projet fonctionne. Je vais le saboter avant de me faire rejeter. On peut avoir tendance à fuir des relations qui sont profondes, encore une fois, par peur de se faire rejeter. On peut avoir un sentiment chronique de « je suis pas à ma place », genre « je fit pas ». On peut avoir une difficulté à s'exprimer. On peut s'isoler. On peut refuser des opportunités par peur d'être jugé ou de ne pas être assez bien, assez bon. Donc, vous comprenez un peu la vibe, là. Et encore une fois, parenthèse, pour chaque description que je vais faire, ça se peut que, tu sais, moi, je vais vraiment dire le portrait un peu plus, j'ai le mot drastique qui me vient en tête, là, mais un peu plus fort, tu sais, qu'on peut visualiser. Mais ça se peut que toi, tu as une ou deux de ces caractéristiques-là. Puis c'est pas que tu as toujours de la difficulté à t'exprimer, mais dans certaines situations, c'est plus difficile de t'exprimer. Avec certaines personnes, tu as peur d'être rejeté. Donc ça aussi, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de nuances. Et comme beaucoup de choses dans la vie, il y a comme un spectre, un genre de spectrum, un continuum où est-ce que tu n'es peut-être pas à l'extrême de tu fuis toutes les relations profondes, tu as toujours l'impression que tu n'es pas à ta place, tu as de la misère à t'exprimer. Tu n'es peut-être pas à cet extrême-là, mais tu es peut-être à quelque part sur ce continuum-là. Donc, un des masques qu'on peut porter, donc que l'ego va créer pour nous protéger, c'est le masque qu'on peut appeler, mettons, du fuyant. Hein? Fait que je mets un masque, je fuis, alors ça me permet d'éviter les conflits, ça me permet de rester tout petit ou petite, ça me permet de m'éclipser, par exemple, hein, dans les situations peut-être plus sociales. Un autre masque qu'on peut porter, c'est le masque du caméléon.
C'est comme moi, je vais m'adapter à l'environnement parce que je vais éviter de déranger, parce que je veux pas être rejetée. Fait que je vais juste m'adapter, je vais être en mode caméléon. Ou un autre masque, ça peut être un masque les gens qui sont extrêmement toujours dans leur tête, donc hyper intellectuel. Fait qu'on se réfugie toujours dans notre tête, on fuit notre corps, on se coupe de nos émotions, tout est rationnel, réfléchi, structuré mentalement, donc le masque hyper intellectuel, ça c'est encore une fois une façon de se protéger. Des pistes de... je vais dire de guérison, des pistes de guérison qu'on peut avoir quand on sent qu'on a la blessure du rejet qui est assez peut-être présente dans notre vie. On peut apprendre à tranquillement accueillir ses émotions sans se juger. Donc ça aussi, je préfère 50 podcasts de 3 heures sur les émotions, puis on en a déjà fait plusieurs là, dans le passé. Donc, tranquillement, commencer à accueillir ses émotions sans se juger, les observer, puis avoir un discours interne qui est comme, c'est pas parce que tu as de la peine ou que tu es sensible que tu vas te faire rejeter puis que tu n'es pas assez bon, ou assez bonne ou quoi que ce soit. Ensuite, c'est sûr que la thérapie, ça peut vraiment aider pour justement, oui, reconnecter avec tes émotions, mais surtout reconnecter avec ta valeur intrinsèque. On se fait rejeter parce qu'on est bon à rien. Encore une fois, je caricaturise. Je fais une caricature. J'ai pas trouvé comment conjuguer ce mot-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre valeur en tant qu'humain? Qu'est-ce qu'on vaut comme personne? Travailler notre self-esteem, notre estime de soi. On peut bien sûr faire un travail qui est plus somatique, donc un travail corporel, parce que comme je vous dis souvent, on va se couper complètement de notre corps. Alors, ça peut ressembler à faire de la danse, de l'expression créative, bien sûr, l'activité physique, le sport, pour incarner sa présence dans son corps et pas juste être dans sa tête coupée de nos émotions, etc. On peut se pratiquer à s'affirmer. Donc, tranquillement commencer à oser prendre sa place, tranquillement dire ce qu'on pense. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que le prochain souper de famille, c'est toi qui se lève debout, puis qui règle les comptes, puis qui dit à tout le monde ta façon de penser, non? Tu peux si tu veux, là, mais vas-y tranquillement. Tu sais, peut-être que tu oses dire ton opinion, même si ça diffère un petit peu de la conversation que tu es en train d'avoir avec tes collègues, par exemple, tu sais. Donc, c'est toutes des pistes de réflexion, de guérison même, que tu peux commencer tranquillement à intégrer dans ton quotidien pour t'aider. Ensuite, la deuxième blessure, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est très souvent lié à un manque de soutien affectif. C'est un vide émotionnel qu'on ressent quand on est bébé ou quand on est enfant très jeune. Donc, on se sent abandonné émotionnellement, affectivement. Fait que c'est différent du rejet. Puis, on va rentrer un peu plus dans les détails. Souvent, l'enfant va sentir qu'un des parents, encore une fois, c'est très inconscient, à 1 an et demi, tu n'es pas en train de te dire « il me semble que mon parent, il me donne pas assez d'attention aux présences affectives. » Ça se fait de façon inconsciente, tout ça. Donc, ça survient lorsque l'enfant, il sent qu'un de ses parents, souvent le parent du sexe opposé, il n'accorde pas assez d'attention ou de présence affective. Fait qu'il est comme peut-être là dans la pièce, mais il n'est pas là. Il n'est pas présent. Et ça, on le voit de plus en plus avec les fameux cellulaires. Je sais que c'est pas évident, puis je sais que c'est tellement une habitude, mais on est comme, oui, je passe du temps avec mon enfant, mais pendant que mon enfant joue par terre ou au parc, moi, je suis sur mon cellulaire à côté, tu sais, ou avec vos neveux ou vos nièces, etc. Donc, inconsciemment, c'est comme, OK, mon parent est en train de m'abandonner parce qu'il n'est pas connecté avec moi émotionnellement. Il n'y a pas une présence qui est là affective. Ce que ça peut faire comme impact à l'âge adulte, le contraire. On peut avoir une forte dépendance affective. On a tellement peur de manquer d'attention ou de ressentir ce vide-là qu'on a ressenti quand on est enfant que là, on devient dépendant. Si on peut voir ça dans des relations amoureuses. Peut-être que dès que tu tombes en couple, c'est genre, tu deviens dépendante affective, puis tu as besoin de te faire rassurer comme plusieurs fois par jour que ton chum ou ta blonde t'aime, puis qu'il est là pour toi, tu sais. On peut avoir peur d'être seul parce qu'on a besoin constant d'être rassuré, d'être avec quelqu'un. Peut-être qu'on peut dramatiser les situations où est-ce qu'on est séparés, soit une séparation genre de couple, là, ou même, je sais pas moi,
je sais pas, là, vous êtes justement en souper de famille, etc. Puis là, tout le monde t'en vas aux toilettes, puis là, tu reviens, puis là, tout le monde est parti dehors, puis là, tu le prends vraiment personnel, qui se sont, entre guillemets, séparés de toi, qui t'ont pas averti, qui sont allés dehors. Puis là, tu as besoin d'être rassuré que, comme vous m'avez pas abandonné, vous voulez quand même que je vienne dehors passer du temps avec vous, tu sais. On peut, par exemple, un exemple concret, là, c'est que, justement, en couple, t'envoies genre 150 textos à ton chum ou à ta blonde parce que il te répond pas ou elle te répond pas immédiatement. Fait que là, tu commences à paniquer un petit peu, là, puis t'es genre, ben t'es où? Ben là, nanana. Puis là, tu fais des scénarios dans ta tête de comme, ben là, tu m'aimes plus, puis genre, tu vas m'abandonner, puis blablabla. OK, donc ça, c'est beaucoup dans la blessure de l'abandon, en fait. Ça peut être aussi une relation qui est instable avec le parent de sexe opposé. Donc, justement, il y a peut-être cette présence-là qui est pas très affective, qui est pas très connectée. Puis peut-être que des fois, ça va super bien, puis des fois, non. Fait que ça aussi, ça peut faire partie de l'origine. Quand ton parent, justement, il est préoccupé, il est dépressif, lui-même, il est dépendant affectif, tu sais. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, tu perçois l'amour comme étant quelque chose de conditionnel. Mon parent va m'aimer juste si je fais X, juste si je réponds comme Y, à condition que. Donc, cet amour-là, elle est fragile, alors qu'un amour parent-enfant devrait être inconditionnel. Fait que c'est pour ça que, encore une fois, pour revenir un petit peu au comportement typique, on le voit beaucoup dans les relations. On va rechercher des relations qui sont très fusionnelles. Hein? On va avoir une anxiété de séparation, la peur de se faire abandonner tant dans les amitiés qu'en couple. On va peut-être s'attacher à des personnes qui sont indisponibles ou qui sont toxiques pour répéter ce pattern-là, encore une fois, de façon inconsciente. On ne fait pas si près, mais on veut justement prendre conscience de ces patterns-là qu'on a. Donc, des masques que l'ego peut créer quand on a cette blessure-là qui est principale, hein, qui est très présente. Ça peut être le masque de la dépendance, en fait, le masque de dépendant-dépendante. Bon, ça le dit, hein? On en a parlé aussi. Tu cherches constamment à être soutenu, tu as besoin d'être entouré pour sentir que tu existes. Donc, tu deviens dépendant aux autres. Tu cherches l'affection à tout prix. Encore une fois, moi, je dis les exemples au bout, à l'extrême du spectrum. Ah, mais il y a des nuances, puis il y a bien sûr des couches peut-être moins intenses que ça, mais encore une fois, on s'observe avec un petit sourire, là, hein, guys? Genre, on se tape pas sur la tête parce qu'on est un petit peu dépendant, puis on a déjà eu des relations où est-ce qu'on a envoyé 3 messages textes en 2 minutes, puis genre, où est-ce qu'on avait besoin d'attention, là. On sourit, on s'observe avec bienveillance, puis c'est comme, je comprends peut-être maintenant d'où ça vient, mon besoin d'être toujours en mode, genre, sauveur ou sauveuse, qui est le prochain masque. Un deuxième masque, quand on a la blessure de l'abandon qui est assez présente, c'est le masque de la sauveuse. Hein? On veut donner de l'amour de façon excessive pour ne pas être abandonné. Hein? Si je suis la blonde parfaite, puis que je l'aime donc bien, puis que je paye toutes ses billes, puis que j'y fais aucun trouble, ben c'est sûr qu'il va m'aimer, puis qu'il m'abandonnera pas. Et moi, je dis ça avec un sourire, parce que j'ai déjà vécu ça. Donc, le masque de la sauveuse qu'on connaît beaucoup. Et sinon, le troisième masque, ça peut être le masque de la victime. Ça aussi, on le connaît beaucoup. On l'a peut-être déjà été en mode victime. Donc, on va dramatiser certaines choses parce qu'on veut recevoir cette attention-là. On veut recevoir ce soutien-là. Donc, on va jouer à la victime. « Oh, life is happening to me » et « pauvre moi » et « regardez mes circonstances de vie, comment c'est épouvantable » parce qu'on cherche à recevoir cette connexion émotionnelle-là, cette affection-là qu'on n'a pas eue ou qu'on n'a peut-être pas eue de façon stable et constante quand on était jeune. Donc, moi, je me reconnais un petit peu là-dedans. Moi, j'en ai une très, très, très forte. On va y arriver, je vais vous dire sur laquelle. Mais mes deuxièmes, c'est vraiment rejet-abandon. C'est les deux autres avec lesquels... mettons, ma première est genre à, je vais vous dire, 70%, là. Puis après ça, j'ai peut-être un 20% où est-ce que ça se transpose entre rejet et abandon, là, peut-être 10% chaque ou 15% chaque. Attends, 70 plus 20, 90. Ouais, puis un petit 10% pour les deux autres que je vais vous nommer, que je m'identifie moins. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs dans le rejet, puis il y a des trucs dans l'abandon que je me reconnais, ou du moins des versions passées de moi. Parce que maintenant, ben non, je le sauverai pas, mon chum, là, tu sais. Puis je vais pas, justement, m'abandonner parce que j'ai peur qu'il va, lui, m'abandonner. Je l'ai fait, je l'ai guéri, je l'ai compris ça venait de où. Et là, encore une fois, c'est le bénéfice de faire ce travail-là, c'est qu'on ne répète plus les patterns. Donc, ça nous donne des relations plus harmonieuses et plus alignées. All right. Troisième blessure, on est dans la blessure de
l'humiliation. Hein? L'humiliation, qui est vraiment une blessure qui touche à notre dignité. Oui, notre dignité personnelle. Comme le bébé, le bébé ou l'enfant, parce que ça peut se passer très, très jeune, hein, dans les 3 premières années de la vie, jusqu'à 7 ans à peu près, là, mais ces blessures-là, souvent, c'est encore plus jeune que ça, où est-ce que l'enfant, il a été rabaissé, il a été jugé, il a eu honte d'avoir des besoins. Encore une fois, ça se fait de façon inconsciente. Donc, c'est pas « Oh mon Dieu, j'ai fait... c'est quoi l'expression, là? Un caca... oh mon Dieu, mon neveu, il dit ça. Mettons, là... C'est un bébé genre d'1 an, puis il a fait un gros caca qui a débordé partout dans sa couche. Il n'est pas en train de se dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement honte d'avoir eu un besoin en ce moment de me faire changer ma couche. » Puis là, comme ma mère n'est pas contente de ça, fait que genre j'ai honte d'avoir eu ce besoin-là. Encore une fois, on le rationalise pas, mais ça se passe de façon inconsciente. Donc, encore une fois, ça survient lorsque l'enfant y est ridiculisé, jugé pour des besoins corporels, émotionnels ou des envies. Tu sais, je veux manger un bonbon de plus. Ben là, franchement... Ouais, mais à 2 ans là, ou à 3 ans, t'as pas cette rationalité-là, cette raison-là, cette compréhension-là que peut-être 7 bonbons, c'est pas bon pour ta santé parce que pour toi, ça goûte bon, puis c'est ça que t'as envie parce que ça goûte bon. Fait que d'avoir des commentaires comme ça, un feedback comme ça, ben ouf, tu sais, ça peut faire comme, attends une minute, là. Puis là, tu te sens un petit peu ridiculisé d'avoir osé demander d'avoir un bonbon de plus alors que toi, je veux dire, tu voulais juste un bonbon de plus parce que ça goûte bon, là, tu sais. Fait que le parent, il fait honte, entre guillemets, à l'enfant pour des comportements qui sont naturels, hein, encore une fois, de faire des erreurs, d'avoir des besoins, d'avoir des émotions, pour la nudité même. Donc, ça aussi, il y a différentes méthodes de pensée, hein. Je veux dire, des fois, il y a des parents qui vont élever leurs enfants où est-ce que très, très jeunes, c'est comme non, tu te promènes pas tout nu. Mettons, tu vas te baigner dans la piscine à 2-3 ans, mais dès que tu sors de la piscine, t'enlèves pas ton maillot devant les autres, tu t'habilles dans la maison, tu sais, plus caché. Et il y a d'autres enfants ou parents qui vont être comme, ben non, enlève ton maillot, laisse ça sécher, puis quand même que t'es fesses à l'air pendant 1 heure ou 2, ben c'est pas grave, tu sais, tu t'y t'habilles, mais que tu te ressèches. Donc, il y a pas de bonne mauvaise réponse, là. Qui suis-je pour juger, là? Je sais même pas, moi, qu'est-ce que je ferais, là. Donc, le but, c'est pas de comparer, là, mais c'est de dire que des fois, justement, par rapport à un besoin, un comportement naturel d'être nu, entre guillemets, ben ça peut développer, justement, inconsciemment cette honte-là. Ça peut être renforcé aussi par une éducation qui est basée sur la culpabilisation ou le contrôle par la honte. Genre, tu devrais te sentir coupable là, parce que tu as volé le jouet genre à ton petit frère puis tu lui as fait mal, tu sais, ou tu l'as blessé. Encore une fois, c'est comme, oh mon Dieu, je me sens coupable, je me sens humiliée d'avoir osé faire de la peine à mon petit frère parce que moi, je voulais juste jouer avec ce jouet-là. Puis encore une fois, à cet âge-là, on n'a pas la réflexion de « Hey, si j'enlève le jouet des mains, ben il va peut-être avoir de la peine et donc je devrais avoir de l'empathie. » Le cerveau n'est pas développé, là, l'intelligence émotionnelle n'est pas développée de cette façon-là. Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que l'enfant va développer un sentiment de « Ah, je suis mauvais, je suis pas bon ou genre j'ai fait une bêtise, tu sais, j'ai fait quelque chose de mal. » Mais parce que j'ai fait quelque chose de mal ou j'ai fait une bêtise, ben c'est ça que je me sens vraiment humiliée. Fait que ce que ça peut faire comme comportement à l'âge adulte, si on a cette blessure-là qui est assez prominente, c'est que, par exemple, tu peux avoir de la difficulté à t'aimer, à te respecter. Tu peux avoir tendance à te sacrifier, à porter les fardeaux des autres. Tu te sens souvent coupable. Hein, la culpabilité, quelque chose qu'on ressent beaucoup, surtout en tant que femme, maman. Tu peux, par exemple, je sais pas moi, tu t'empêches de gagner ou de réussir quelque chose ou de te faire plaisir parce que tu as peur d'être jugée. Et qui, elle, pour prendre un vendredi après-midi pour aller au spa puis pas travailler? Puis il y a peut-être personne qui va penser ça, hein, mais toi, tu penses peut-être ça de toi, tu fais de la projection. Donc, tu te permets pas, encore une fois, de te faire plaisir, hein, de gagner même. Tu laisses les autres avoir le spotlight, peut-être, parce que, justement, tu as peur d'être humilié. Fait que tu te punis, tu te sacrifies, tu sais. Et ce que ça amène comme masque, en fait, tout ça, en premier, c'est peut-être intense, là, c'est le masochiste, parce que tu te punis inconsciemment. Tu te dévalorises. Tu t'attaches ta valeur, en fait, avec ce que les autres vont dire de toi ou vont penser de toi, tu sais. Fait que tu te sacrifies. C'est quasiment comme si tu attires les humiliations, tu sais, voir que tu fais ça ou que tu te fais du mal de même. Tu peux avoir un masque aussi de surprotectrice. Donc, tu prends soin des autres,
tu protèges les autres, tu t'abandonnes, tu oublies tes propres besoins. Ladies out there qui sont mamans, qui mettent, ou même dans vos travails peut-être, hein, dans vos emplois, dans vos familles, on prend soin full des autres, on les surprotège, on en fait plus pour eux que pour soi-même, on oublie nos propres besoins. Ça peut être un masque qu'on porte quand on a la blessure de l'humiliation. Et l'autre qu'on voit aussi souvent, qui est très caricaturé dans les TV shows, par exemple, dans les films, ce genre de choses-là, c'est le masque de l'autodérision. Ou est-ce que tu vas toi-même te moquer de toi pour pas que les autres se moquent de toi? Fait que ça, c'est l'exemple typique souvent. Hein, ça, c'est un classique, là, la personne qui a un surpoids dans, encore une fois, les émissions de télé ou les films, c'est souvent la personne la plus drôle. Hein? Fait que c'est comme, au moins elle est drôle. Elle est grosse, mais au moins elle est drôle. Tu sais, c'est un stéréotype que je déteste là, pour plein de raisons. Mais ça va souvent ensemble. C'est comme, puis au-delà de ton poids, là, bien sûr, c'est comme, je vais rire de moi-même, je vais me traiter de conne, puis de pas bonne, puis de grosse, puis de ci, puis de, oh mon Dieu, tu sais, je suis donc même maladroite, pour pas que les autres se moquent de toi et que tu sois ainsi humilié devant cette personne-là ou devant d'autres gens si jamais tu es en public. Fait que ça peut même faire en sorte que, par exemple, tu as de la difficulté à recevoir justement des compliments ou des cadeaux, de la reconnaissance, parce que toi, tu es toujours dans l'autre côté. Tu penses que tu vas te faire humilier, culpabiliser, etc. Même que tu te sens not worthy, genre comme si tu ne méritais pas ces choses-là. Tu te sens mal dès que tu te fais plaisir. Genre, non, moi, je suis indigne. Ou je devrais me sentir coupable pour revenir à la culpabilité dès que je me fais plaisir, dès que moi, je m'achète un cadeau, que je prends du temps pour moi, tu sais. Tu pourrais même attirer des partenaires ou des amis qui te rabaissent subtilement. Des fois, c'est en joke, entre guillemets, en joke, là, genre quelqu'un qui va te dire un commentaire « Ah, t'es bien conne » ou « Ah, t'es donc bien pas vite » ou genre « Tu comprends donc bien rien », tu sais. Puis encore une fois, peut-être que l'intention, c'est de faire rire puis tout, mais subtilement, c'est peut-être justement des amis, des collègues, des partenaires qui viennent enrichir un petit peu cette blessure-là. T'sais, encore une fois, l'intention est peut-être pas ça, of course, mais veux pas, c'est peut-être quelque chose que tu attires. Fait qu'elle est quand même complexe, cette blessure-là, humiliation. Moi, je me reconnais moins dans celle-ci, mais encore une fois, si ça te parle, tu sais, des pistes de solutions de guérison, d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner pour la blessure de l'abandon, je vais le faire après. Fait que pour la blessure vraiment de l'humiliation, ce que tu peux commencer à faire, c'est d'apprendre à te respecter et poser tes limites. Donc, tranquillement, apprendre à dire non. Puis si tu as de la misère à dire non, commence avec peut-être. Ou commence avec je te reviendrai plus tard. Donc, te respecter. Puis ça commence avec ta propre santé, hein. Je veux dire, bien manger, bouger, avoir des pensées positives, changer nos relations pour que ça soit plus aligné. C'est des habitudes de vie qui nous permettent de se respecter. Une autre piste de guérison, c'est de travailler justement sur tes deux émotions de honte et de culpabilité. C'est vraiment pas évident, ces deux émotions très, très présentes pour beaucoup d'entre nous. C'est des émotions qui vibrent à une fréquence énergétique très, très basse. Donc, ça nous atteint énormément. Fait que tranquillement, commencer à travailler ça. Puis c'est sûr qu'en coaching, en thérapie, ça peut être super pertinent. Et aussi, une autre piste de solution de guérison, c'est de commencer à explorer c'est quoi tes plaisirs à toi. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu peux te faire plaisir? Puis d'oser te faire plaisir, puis de les vivre pleinement sans te juger. Puis si tu te juges, tu observes le jugement, puis tu essaies de le switcher. C'est comme, mon Dieu, comment ça, j'aurais de me faire un massage un mercredi après-midi, je me juge, j'aurais pas dû, j'ai honte. Mais c'est comme, non. C'est un plaisir pour moi et j'apprends à me respecter et j'apprends à me donner une reconnaissance, une valeur, sans devoir me justifier et sans me sentir coupable. Avant de passer à la 4e blessure, je vais juste revenir à la blessure de l'abandon pour vous mentionner quelques pistes de guérison. Fait qu'on avait, entre autres, la dépendance affective, la misère à être seule, on attire des personnes qui sont pas available emotionally, on a le masque de dépendante, sauveuse, etc. Là, on se souvient. Donc, l'abandon, les pistes de guérison, de solution, ça serait d'apprendre à être seule, hein, sans se sentir vide. Donc, de se détacher tranquillement de cette dépendance affective-là. Fait que d'aller au resto toute seule, ou si le resto c'est trop intimidant, va prendre une marche toute seule, va au cinéma toute seule, commence à faire des activités en solo, médite, fais le vide mental pour justement apprivoiser, ça se dit mieux, hein? Apprivoiser ce vide-là, apprendre à être seule, ça va t'aider. Qu'est-ce que tu peux faire pour renforcer ton estime de toi?
Donc, développer des habiletés, développer des compétences, apprendre des choses, te donner des compliments, te faire une liste de qualités, te féliciter, commencer à être fier de toi, être satisfaite. Donc, renforcer ton estime de toi, ça va t'aider avec la blessure de l'abandon. Et aussi travailler, ça aussi avec un coach, une thérapie, etc. Vraiment, l'attachement sécurisé. Si tu ne l'as pas eu quand tu étais bébé, bien, c'est pas grave, tu peux le redévelopper à l'âge adulte. Comment tu peux te sentir en sécurité, sécuritaire, safe dans ton corps, dans ton système nerveux, et éventuellement avec les autres. Pour croire vraiment, viscéralement, et dans ton cœur, dans ton âme, que tu ne vas pas te faire abandonner par tout le monde, tu sais. Fait que ça, c'est juste des petites pistes de solutions que j'avais oublié de mentionner pour la blessure de l'abandon. On continue, on arrive à la 4e blessure, qui est la blessure de trahison. Fait que la trahison, c'est vécu comme, tu l'as peut-être déjà vécu, là, quelqu'un qui t'a trahi complètement. C'est vraiment un manque de fidélité, un manque de loyauté, hein, de la part, dans ce cas-ci, d'un parent ou d'une figure de confiance, où est-ce que le parent, à l'âge bébé, là, encore une fois, ou enfant, il tient pas sa parole ou il respecte pas ses engagements. Fait que ce que ça fait, c'est que l'enfant, il perd confiance. Ma mère, elle a dit qu'elle allait faire X, puis elle l'a pas fait. Donc, une blessure de trahison qui est là. Encore une fois, de façon inconsciente. Imagine, hein, si les petits bébés, genre, ou les enfants de 1, 2, 3 ans, ils s'arrêteraient, puis ils se mettraient à philosopher, puis à comprendre rationnellement, puis à parler, genre, comme je le fais en ce moment, ça serait quand même très drôle. Mais non, on veut leur donner le plus de naïveté, puis d'innocence, puis de joie de vivre, puis de moment présent, puis de spontanéité le plus longtemps possible aux enfants. On vieillit déjà assez vite de même. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que cette trahison-là, hein, ce manque de loyauté-là, de fidélité-là, bien, à l'âge adulte, là, on va avoir un besoin de contrôle qui est très important. Ça aussi, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se reconnaître là-dedans. Si je contrôle tout, il n'y a personne qui va me trahir, il n'y a personne qui va me manquer de fidélité. Les gens vont tenir leur parole parce que moi, je tiens ma parole. Hein, on a peur de se faire trahir, donc on a la difficulté, par exemple, à déléguer. Hein, si je le fais moi-même, ça va être bien fait. On a tout probablement fait un travail à l'école où est-ce qu'il y avait 4 noms sur le travail, puis il y a juste le premier nom qui a fait tout le travail, le tien, parce que tu voulais que ça soit fait à ta façon. Eh bien, puis je ris encore une fois parce que, bon, vous m'entendez, hein, je me reconnais beaucoup là-dedans. Donc, un caractère qui est fort, on peut même avoir un caractère qui est plus comme impulsif, genre de dominance. Par exemple, avoir beaucoup de jalousie excessive hein, quand on est en couple parce qu'on ne fait pas confiance. Elle dit qu'elle est avec ses chums de filles, là, mais elle est en train de voir son amant. On a peur de se faire tromper. On a peur de se faire, d'avoir un manque de, encore une fois, fidélité, tout ça. On peut même aller jusqu'à tester les autres pour voir s'ils sont dignes de confiance. Hein, parce qu'on a peur d'être trahi. Donc, je vais la tester, là, puis selon sa réaction, selon comment elle réagit, encore une fois, ça, c'est la même chose, là, ben, je vais pouvoir savoir si je peux y faire confiance. Donc, c'est souvent avec le parent du sexe opposé qui, encore une fois, il promet quelque chose sans tenir sa parole ou qui trahit la confiance de l'enfant en lui disant un mensonge, en étant instable. Par exemple, un parent qui va tromper l'autre, hein, l'homme qui trompe la maman ou la maman qui trompe le papa, puis l'enfant, il absorbe ça inconsciemment, même s'il ne comprend pas c'est quoi, mais ça peut être un trigger pour la blessure de trahison. Fait que l'enfant, il se sent manipulé, il se sent genre utilisé, il est déçu par son parent. Fait qu'à l'âge adulte, bien sûr, hein, pour continuer un petit peu dans les comportements qu'on peut avoir, ben on est méfiant, même avec nos proches. On peut sentir que, je l'avais dit, on veut comme tout contrôler, mais on a aussi un petit sentiment de hyper-responsabilité. Donc, on se sent obligé de tout gérer, même qu'est-ce qui ne nous concerne pas. Puis on prend le lead, hein? On est dans cette rigidité-là, on est même, comme je disais, peut-être un peu dominant, autoritaire, parce qu'encore une fois, si je contrôle tout, ben je me ferai pas trahir. Fait que les masques qu'on peut porter à l'âge adulte, ben le premier, c'est le masque contrôlant, qui est le masque principal. Donc, on dirige les autres, on veut tout contrôler, on a besoin de tout gérer. Ensuite, un deuxième masque, ça aussi, on va être quelques-unes à lever la main, je crois, le masque de la perfectionniste. Donc, on se suradapte, on en fait plus, on fait tout ce qu'il faut pour être irréprochable, puis pour s'assurer qu'on n'aura pas d'opportunité de se faire trahir, parce qu'on va pas se faire trahir si on est parfaite, right? Et l'autre masque, bien, c'est le masque du, on va dire, manipulateur bienveillant. Où est-ce qu'on va guider, prendre le lead, influencer les autres, entre guillemets, pour leur bien. Mais c'est-tu vraiment pour leur bien ou c'est parce que, c'est encore une fois, c'est une façon de contrôler, puis si tu contrôles l'autre, puis que tu le manipules de façon bienveillante, bien, tu te protèges en même temps.
Des grosses réflexions. Puis vous voyez, celui-là, on dirait que je le mettais dans mon 10% de mémoire, mais là, en jasant comme ça, on dirait que je me reconnais un petit peu plus là-dedans. Encore une fois, des versions antérieure de Claudia, surtout l'aspect contrôle perfectionniste. Mais c'est vraiment la dernière blessure, moi, à laquelle je m'identifie le plus, ou que je m'identifiais, hein, je veux dire. C'est un travail de vie, là, guérir ces blessures, mais je suis quand même contente, hein, fière de dire que j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Fait que, effectivement, finalement, je me reconnais pas mal dans celle-là aussi. Des pistes de guérison, hein, pour la trahison, ben, on veut apprendre à lâcher prise, on veut accepter notre imperfection. C'est vraiment quelque chose que moi, je continue à faire. Là. C'est comme, c'est correct si mes cheveux sont pas parfaits. C'est correct si mon programme était pas parfait. Tu sais, fait accepter qu'on est imparfait, puis lâcher prise là-dessus. On veut tranquillement développer notre vulnérabilité consciente. Donc, au lieu d'avoir ce fort caractère-là, avec cette rigidité-là, ce contrôle-là, bien, tranquillement être un peu plus vulnérable, puis commencer à partager nos émotions, mais sans les imposer. Genre, « Hey, je suis vraiment jalouse, j'ai peur que tu me trahisses, donc je t'empêche de sortir ce soir. » Fait que tu peux partager que « Hey, quand tu fais X, Y, Z, je me sens un petit peu jalouse, tu sais, je vais m'asseoir avec ça, je suis vulnérable, je partage mon émotion du moment, mais je t'impose pas un changement de comportement, je fais juste te le partager. » Puis l'autre piste de guérison, de réflexion, c'est que dans le fond, tu dois recréer la confiance dans des relations saines pour, encore une fois, te sentir en sécurité dans ton corps, dans tes relations, pour savoir que c'est pas tout le monde qui va te trahir. Not everybody's gonna cheat on you. Et je me dis ça à moi aussi en ce moment. Donc, recréer cette confiance-là. Puis des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu sais, moi, là, j'ai vécu une histoire justement d'infidélité, trahison, tout ça avec mon ex en 2018-2019. Puis ça a pris quasiment 4 ans, là, avant que je sente que j'étais prête à réouvrir mon cœur puis à faire confiance à une prochaine relation saine, tu sais. Que j'ai attiré l'année passée, puis ça n'a pas duré plus longtemps pour d'autres raisons, mais c'était magnifique comme relation, tu sais. Puis ça a été, encore une fois, le temps que ça a duré, ça m'a appris énormément d'affaires. J'ai tellement de gratitude pour ça, le moment qu'on a vécu ensemble, tu sais. Et ça m'a permis, justement, d'incarner la version de Claudia qui avait guéri en grande partie cette blessure de trahison-là, tu sais, puis de faire confiance que, hey, cet homme-là, ben, il va pas me tromper, puis il va pas me mentir, tu sais, il va pas me trahir. Fait que ça prend du temps des fois, puis c'est correct. C'est vraiment correct que ça prenne le temps que ça prenne. Et comme n'importe quoi dans le développement personnel, ben c'est jamais fini, puis c'est tant mieux. Il y a toujours façon et opportunité de continuer à évoluer et à se connaître à travers tout ça. Et finalement, notre dernière blessure qui, moi, en fait, quand j'ai commencé ce travail-là, il y a plusieurs années que j'ai lu justement le livre de Lise Bourbeau. Ça, c'était en 2019, je pense. Fait que ça fait un bon 5 ans, comme il faut. 5-6 ans. C'était vraiment celle-là que j'étais comme « Oh mon Dieu, ça, c'est moi. » Genre, c'est ma blessure principale. Là, je me rends compte que ça a peut-être shifté dans les dernières années, fait qu'on va voir. Mais c'est la blessure de l'injustice. It's not fair. C'est pas juste. Donc, la blessure de l'injustice, c'est un sentiment qui est... en fait, c'est une blessure qui est liée à un sentiment de rigidité. Hein? Puis moi, c'est surtout ça qui m'avait fait comme « Ouais, je suis vraiment rigide. » J'étais vraiment rigide dans plusieurs aspects de ma vie, tu sais. De froideur, même un petit peu. On a comme un mur de briques autour de nous. On se protège. On est en mode forte, tu sais. Puis, disciplinée, structurée, etc. Puis ça peut être parfois causé par un parent qui est très exigeant. Ça, je relate moins à ce niveau-là, mais encore une fois, il y a tellement de choses qui sont inconscientes que le fait que mon père, il voulait donc que je travaille fort sur la glace parce que ça coûtait cher. Peut-être que moi, j'ai interprété ça comme un parent très exigeant, tu sais, je le sais pas. Mais encore une fois, ça se passe de façon inconsciente. Ça peut être causé par un parent qui est lui-même autoritaire ou perfectionniste, qui demande beaucoup à l'enfant. Encore une fois, même si l'intention est bonne, hein, moi, c'était comme « Ah, t'as eu 95 à l'école, mais pourquoi t'as pas eu 100? » Puis je sais que c'était... That's not what they meant. Pas du tout, tu sais. Mais encore une fois, la façon qu'on intériorise des choses, ça peut nous faire développer ces blessures-là. Ou des parents qui valorisent pas les émotions, soit les émotions de l'enfant ou ses propres émotions. Et moi, j'ai un père qui, l'aspect émotif, c'est très, très difficile. Donc, quand t'avais un petit quelque chose, c'est comme arrête de brailler, là, puis, tu sais, encore une fois, pas parce qu'il nous aimait pas, tu sais, mais c'est parce que lui, il l'a pas appris, tout simplement, là, c'est pas de sa faute, tu sais.
Donc, ça, c'est vraiment pour décrire un petit peu d'où ça vient, l'origine de la blessure, de l'injustice. C'est ça, un environnement qui est exigeant. L'enfant, tu sais, il sent que pour être aimé, il faut que je performe, il faut que je sois parfaite. Donc, il faut que je patine bien, il faut que j'aille des 100%, etc. Tu sais, les émotions sont parfois niées. Genre, arrête de pleurer, il n'y a rien là. Minimiser, ben voyons, tu t'en fais pour rien, etc. Puis, il n'y a pas vraiment cette éducation-là d'avoir une bonne intelligence émotionnelle, tu sais. Donc, ce que ça amène comme comportement à l'âge adulte, c'est qu'on peut refuser de se montrer vulnérable. Encore une fois, I've come a long way, guys. Là. Je me donne une petite claque sur l'épaule en ce moment. Là. Mais moi, pendant très, très, très longtemps, je te dirais minimum jusqu'en Australie. Là. Fait que minimum jusqu'à 24 ans. Moi, c'était comme non, j'ai pas d'émotion, je suis forte, tout va toujours bien. Puis, that's it. Je vis pas de tristesse, je pleure pas, je suis pas en colère. Puis voilà, je suis pas vulnérable, tout va toujours bien, c'est tout. Donc, assez difficile. On peut avoir de la difficulté à accepter de l'aide ou à se reposer, tu sais, puis à demander un coup de pouce, genre, tu m'aiderais-tu à faire ça? Ça, c'est encore quelque chose que j'ai de la misère avec, mais se donner le droit de relaxer, de se reposer, de demander de l'aide, de le mentionner quand ça va moins bien. Encore à ce jour, des fois, encore une fois, là, parce que je suis consciente que j'ai cette blessure-là très, très présente, ben des fois, je m'observe puis je pars à rire. Exemple, je vais être dans un pays, j'arrive à mon hôtel ou mon Airbnb, je suis là avec, même si je suis pack léger, je suis là avec ma petite valise, puis là, il y a quelqu'un qui s'offre très gentiment de m'aider, de prendre ma valise pour monter les marches, tu sais, puis tout de suite, ça va être comme, non, j'ai pas besoin d'aide. Mais comme, ça va lui faire plaisir de t'aider. Dis oui, Claudia. C'est pas parce que t'es pas capable de la monter ta valise toi-même, là, tu sais. Ou à un moment donné, je sais pas, moi, j'avais froid, puis il y a quelqu'un qui est comme, hey, tu veux-tu mon manteau? Tu sais, je te prête mon manteau. Non. Comme, je t'offre, je veux pas d'aide, je suis pas vulnérable, puis je vais rester dans je vais avoir frette puis d'attitude, tu sais. Mais c'est comme, non, accepte-le manteau, tu sais. Donc, ça, c'est des petits exemples personnels. On peut avoir des émotions aussi qui sont, entre guillemets, figées. Donc, on a comme une petite distance émotionnelle, encore une fois, une impression de froideur. Ça, j'ai vraiment énormément travaillé là-dessus dans les 10 dernières années. Donc, je relate beaucoup moins. Mais encore une fois, avant, là, c'est sûr que ça me parlait beaucoup. Puis sinon, quoi d'autre au niveau de nos comportements adultes si on a l'injustice? Ben, c'est sûr qu'on peut avoir... On a parlé de perfectionniste pour la trahison, mais là, on est vraiment dans de l'hyper-perfectionnisme. On a de la difficulté à reconnaître nos besoins, nos émotions. On refoule, on suppresse. On va juger les autres parfois, mais surtout soi-même avec énormément de sévérité. On va être vraiment tough avec nous-mêmes, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'avais un appel avec mon ami ce matin où est-ce que à chaque semaine, on se fait nos targets, puis on se fait un appel par semaine pour se garder accountable, tu sais. Puis je disais ça, je suis dans une phase de ma vie dans le dernier mois, là, depuis mon retour d'Italie, que je m'observe être vraiment tough avec moi-même sur plein d'affaires, tu sais. Puis je suis comme là, c'est la première semaine que depuis les 4-5 dernières semaines, je me suis comme donné un petit peu plus un break, tu sais, puis j'étais plus dans le flow, dans l'acceptation, puis tout ça. Fait encore une fois, tu sais, je suis dure avec moi-même, donc ça fait partie du masque, ou plutôt de la blessure de l'injustice. Et parlant des masques, ben c'est sûr que le premier masque, c'est bien sûr le masque de la rigidité. Donc là aussi, on est dans le contrôle, hein? On veut tout contrôler pour être sûr qu'on n'aura pas d'émotion, on va pouvoir se couper, on cherche la perfection, on est rigide dans tout. On a le masque aussi qui est très stoïque. Donc, on nie la douleur, on nie l'échec ou toute faiblesse. Tu sais, c'est comme, on le dit pas là, qu'on a de la difficulté, on le dit pas qu'on se sent vulnérable ou faible, ou on fait semblant que... Puis ça, c'est très dans ma famille aussi, genre, tu nous entendras jamais dire qu'on est malade. Puis c'est vrai, là. C'est vrai que comme 99,9%, je suis jamais malade, tu sais, mais même si j'ai comme un petit début de quelque chose, ou que j'ai comme un petit mini, genre, je sais pas, dans ma gorge, que, oups, ma voix commence à changer, ou que j'ai un petit peu plus de mucus dans mon nez, puis que, comme tu l'entends dans ma voix, que, ah, Claudia, t'as-tu un petit début peut-être de virus au rhume? Jamais je vais dire oui. Jamais. Même à ce jour, tu sais. Puis ça, c'est mon père avec, là. Puis ma mère aussi, tu sais, c'est comment, t'as mal là ou t'as-tu mal au cou, mal à l'épaule? Non, 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 ça va, tu sais. Ah, t'es malade? Non, j'ai pas été malade, tu sais. Fait que c'est très stoïque, bref. Un autre masque, finalement, qu'on va souvent porter, c'est le masque du justicier ou de la justicière, dans le sens que on va défendre des causes avec beaucoup de passion, avec excès, hein, parce que pour nous, les injustices, ben, it's not fair. Ça devrait pas être de même. Fait qu'on est souvent très attachés puis très passionnés par certaines choses que nous, on trouve absolument épouvantables puis injustes. Puis on devient même, j'ai envie de dire, intolérante à certaines choses. T'sais, c'est comme nous, on n'accepte pas ça parce que c'est pas juste. Puis il y a un exemple qui m'a fait bien rire, c'est qu'un exemple dans le livre, là, elle disait que
la personne qui a la blessure d'injustice, là, mettons que tu t'en vas souper avec tes chums de filles, puis qu'il y a juste une facture, puis là, vous devez splitter la facture à 4 ou à 5 ou peu importe. Mais la personne qui a la blessure de l'injustice, là, elle va vouloir que ça soit splitté à la scène près pour que ça soit fair pour tout le monde. Puis moi, ça m'a fait rire parce que je le suis moins là maintenant, tu sais, mais avant, j'étais vraiment comme ça. Tu sais, si tu me dois 36,91, ben c'est 36,91 parce que c'est fair. Tu sais, si telle cliente a payé tant pour mon service, ben il faut que l'autre cliente aussi elle paye tant parce qu'il faut que ça soit fair pour tout le monde. Tu sais, je suis encore dans cette fairness-là, mais je dis ça avec un sourire parce que là, je me donne un peu plus de lousse, puis un petit peu moins de rigidité. Entre autres dans mon entraînement, dans ma nutrition, tu sais, puis dans certaines choses, puis ça fait du bien, mais c'est pas facile. Donc, des petites pistes de guérison hein, qu'on peut faire, que je continue à faire, bien sûr, moi-même. Mais premièrement, c'est d'apprendre à accueillir ses émotions sans se juger. On en a parlé dans une autre blessure, hein, mais c'est ce que j'ai un gros travail que moi j'ai fait. C'est comme, OK, t'as de la peine en ce moment, c'est correct, t'as le droit d'avoir de la peine. Tu sais, t'es fâché en ce moment, c'est correct, t'as le droit d'être fâché aussi. T'as des peurs, t'as des doutes, t'as de la honte, c'est vraiment correct. Tu les accueilles, tu t'assois avec, même si c'est inconfortable. Energy in motion, emotion, émotion, tu les laisses passer dans ton corps, puis après ça, ça fait du bien. Ensuite, ben, c'est de tranquillement se donner de la douceur, puis de cultiver un peu l'indulgence qu'on a envers nous-mêmes, puis même avec les autres. Moi, ça a toujours été envers moi-même principalement, vraiment pas avec les autres parce que je ferais pas la job que je fais en ce moment. Je veux dire, j'ai tellement de bienveillance puis d'amour pour mes clientes puis je comprends tellement. Donc, c'est sûr que si j'étais super dure envers les autres, ben vous me le direz, là, mais je pense pas, là. C'est un commentaire que j'ai souvent de mes clientes qu'elles se sentent pas jugées, mais tu sais, d'être douce envers soi-même, de se donner la bienveillance, de se donner un freaking break, tu sais. C'est pas facile, mais c'est important. Puis, de pratiquer son authenticité. Donc, de montrer nos failles, puis le fait qu'on est humaine. Hein, puis ça, j'ai commencé beaucoup, surtout quand je parlais de mes troubles alimentaires. Le premier long pause que j'avais fait en 2017, où est-ce que je parlais de ça, tu sais, puis je m'étais montrée vraiment vulnérable avec ce gros trouble-là qui m'amenait tellement de honte, tu sais. Puis, depuis ce temps-là, ben c'est ça, je le montre de plus en plus, puis je le pratique, ça, de montrer que je suis pas parfaite, man, puis je suis humaine, puis mon Dieu, que ça enlève une pression, tu sais. Donc, voilà les 5 blessures. Ah, moi, j'aime ça parler de ça, je trouve ça hot. Je suis contente d'avoir fait un épisode de podcast au complet là-dessus parce que même moi, ça me replonge dans des réflexions personnelles. Ça permet de voir, il y en a justement qui ont shifté peut-être un petit peu. Peut-être qu'avant la blessure de trahison, justement, ça me parlait beaucoup moins. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, finalement, ça me parle un peu plus, tu sais. Je ris parce que l'injustice est encore présent, mais encore une fois, c'est un work in progress, c'est une façon d'évoluer, de guérir. Et comme je te disais en introduction, c'est que ça amène tellement de beaux bénéfices de faire ce travail-là, tu sais. Puis je pense qu'on le comprend déjà. Je veux dire, je vais vous donner quelques exemples, mais je vois le temps qu'avant, je veux pas non plus que parler pendant 1h30, là, mais c'est vraiment cette liberté-là intérieure, puis cette façon-là de se donner de l'amour propre, puis de quand tu te vois dans ces masques-là, dans ces rigidités-là, dans ces comportements compensatoires-là, dans ces mécanismes de défense-là, ben moi maintenant, tu sais, je souris, puis je fais comme « Ah, intéressant, Claudia, t'es vraiment dure avec toi-même ces temps-ci. Ah, intéressant, Claudia, pourquoi tu veux retourner dans la rigidité alimentaire, tu sais? Parce que là, je le sais, ça vient de où? » Puis, des fois, il se passe des affaires, puis je vais même le nommer. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai ma blessure d'injustice en ce moment, là, qui est activée fois 1000, tu sais. Et après ça, parce que j'en suis consciente, j'ai le choix, j'ai le droit et j'ai même la décision alignée à prendre de est-ce que je vais rester dans ce masque-là ou ces comportements-là ou est-ce que justement, je vais choisir différemment. Fait que c'est super intéressant. On pourrait aller encore plus loin aussi dans tout ça. Tu sais, je vous disais, entre autres, la morphologie, hein, physiquement. Ben, mettons, justement, la blessure d'injustice, c'est quelqu'un qui va avoir un corps très, rigide, très carré. Puis même s'il y a une prise de poids, ça va être assez... c'est quoi le mot que je cherche? Proportionnel. Tu sais, moi, j'ai déjà pesé... 35 livres de plus, à peu près, même 40 livres de plus quand j'étais dans mes pics de troubles alimentaires en Australie, tu sais. Puis oui, là, je regarde des photos aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, ça paraît, sauf que c'était comme proportionnel. J'avais pas juste comme une bédaine, tu sais. J'avais plus de gras dans le visage, sur les bras, sur les cuisses, dans les fesses, puis bien sûr au niveau du ventre, mais c'était comme proportionnel. Versus, de mémoire, je pense, quelqu'un qui a la blessure de la trahison, c'est des femmes qui, par exemple, vont être très petites du haut du corps, puis ils vont avoir vraiment des hanches plus développées, puis des fesses plus développées. Fait que l'espèce de shape en poire, souvent qu'on appelle, bien souvent, ça va être associé à la blessure de trahison. Puis ça aussi, vous irez le voir dans le livre de Lise, là, je trouve ça super pertinent. Puis des fois, on voit vraiment, puis on ressent la morphologie changer alors qu'on fait le travail sur soi-même d'émotion, de guérison, tu sais, même sans avoir changé notre diète puis notre entraînement.
Après, il y a des exceptions. C'est pas parce que tu as la blessure de trahison que tu vas avoir la shape d'une poire, là, du tout. Mais il y a quand même des tendances qui sont super intéressantes, tu sais. Un dernier exemple, c'est quelqu'un qui aurait, par exemple, la blessure du rejet. Bien, souvent, ça va être une morphologie où est-ce que le corps va être très étroit, très mince. T'sais, on a les épaules rentrées par en dedans, on a une voix qui est plus faible. Dans notre non-verbal, ça apparaît aussi parce qu'on a peur d'être rejeté, fait qu'on veut même disparaître, on veut se rejeter nous-mêmes. Donc, encore une fois, plein de beaux exemples comme ça, puis de belles comparaisons comme ça, puis de belles, comment je pourrais dire, des trucs qui font du sens, de beaux liens, en fait. Donc, c'est une manifestation physique qui est symbolique, mais c'est pas figé, encore une fois. Là. Tu peux perdre du gras puis être musclé, peu importe ton type ou plutôt ta blessure principale. Mais je trouve ça quand même important de le mentionner parce que the body keeps the score. Hein? On ressemble à ce qu'on fait puis on ressemble à comment on va, c'est sûr. T'sais. Donc, rapidement, pour conclure, comme je disais... c'est quoi des bénéfices puissants de guérir ces blessures de l'enfance? Que ce soit dans un processus seul, avec tes livres, tes podcasts, ton journaling, etc., que ça soit accompagné. Moi, ça a vraiment toujours été les deux. Hein. Je me suis fait coacher pendant des années. J'ai fait de la thérapie aussi. J'ai fait des cérémonies plus spirituelles avec des plantes médicinales. J'ai fait du travail très somatique par le corps. Et j'ai fait, bien sûr, et je continue à faire mon propre travail de développement personnel aussi avec toutes sortes d'habitudes, des workouts de mindset que j'appelle, etc. Mais c'est sûr que quand tu fais ce travail-là, ben, tu as une grande libération émotionnelle. Exemple, avant, genre, tu brailles en cachette, là, puis tu veux pas que personne ne sache. Puis là, après, ben, t'es comme, hey, j'ai de la peine, puis je vais pleurer, puis ça va être plus calme. Tu laisses pas tes émotions te contrôler. Fait que t'as moins de charges émotionnelles qui sont refoulées, puis t'as plus une sensation d'apaisement intérieur. Ça peut t'amener à avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques. Hein? Avant, tu peux attirer, par exemple, des partenaires, justement, qui t'abandonnent, qui te contrôlent, qui te manipulent, qui vont te tromper. Puis après, ben, tu choisis des relations qui sont plus équilibrées. Où est-ce que tu peux être toi-même, sans masque, sans peur, tu sais, avec beaucoup de gratitude, peu importe le temps que ça va durer. Puis c'est ça, tu passes un peu de la dépendance affective ou de la peur à quelque chose de beaucoup plus libre. Tu passes peut-être de la peur du rejet à genre, non, je m'affirme, tu sais. Puis si cette personne-là me laisse ou que la relation s'arrête, I'll be okay. It's gonna be fine, tu sais. Je peux avoir de la peine quand même, mais I know I'm gonna be fine. Ça t'aide à avoir une meilleure estime de toi. Hein, souvent, dans ces blessures-là, on se juge beaucoup. On pense qu'on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas la réussite. On est dur avec nous-mêmes. Alors qu'après, ben, tu reconnais que même si tu n'es pas parfaite, hein, tu as une belle valeur, tu as une belle estime de toi. Puis tu te prends soin de toi sans culpabilité. Donc, tu te choisis enfin. Tu n'as plus besoin de te prouver. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup, surtout quand j'ai recommencé à voyager après la pandémie. Là, j'avais fait un long voyage d'à peu près 7-8 mois. Puis mes premiers mois en Europe, à l'automne 2022, c'est quelque chose que j'avais marqué. J'étais comme, aïe, aïe, j'ai plus besoin de me prouver aux autres, bien sûr, mais surtout à moi, dans mon cas, tu sais. Genre, j'ai le droit de prendre un taxi là, pour me rendre à mon auberge de jeunesse ou à mon hôtel. Avant, là, ben non, j'aurais marché là, 2 kilomètres avec mon sac pour me prouver que je suis capable, tu sais. Fait que ça fait du bien. Tu as moins de sabotage inconscient aussi, tu sais. Peut-être qu'avant ce travail-là de guérison, tu procrastines beaucoup, tu dis non à des opportunités parce que tu as peur, tu te retires quand les choses vont bien, parce que tu as peur d'échouer, tout ça. Puis après, ben, tu es aligné avec ce que tu veux. Tu avances avec clarté, avec confiance, tu es comme actrice de ta vie au lieu de subir, tu sais, tes croyances limitantes puis tes schémas répétitifs. Bon, liberté émotionnelle, on en a déjà parlé, mais mon 5e point, 5e bénéfice, c'est vraiment une plus grande liberté intérieure. Et ça, je le vulgarise vraiment avec le mot légèreté. Tu te sens plus légère, tu te sens plus calme. Donc, tu es vraiment dans une réponse consciente à la vie, où est-ce que, avec légèreté, avec calme, avec liberté intérieure, là, tu fais des choix qui sont alignés. Au lieu d'être, par exemple, dans le mode avant, là, plus genre prisonnière hein, de tes peurs. Puis c'est souvent ces peurs-là qui vont dicter tes réactions. Tu vas être en mode trigger, en mode tout le temps comme sur le qui-vive, un peu en mode défensive, alors qu'après, tu as une grande liberté intérieure. C'est sûr que ça amène une belle guérison corporelle puis retrouver ton énergie. Peut-être qu'avant, tu as des maux physiques, tu as des tensions musculaires, tu as des troubles digestifs. J'en ai fait des épisodes de podcast là-dessus. Les troubles digestifs, c'est souvent associé à quelque chose de psychosomatique, à des traumas non réglés, etc. Tu peux avoir de la fatigue chronique, de toujours porter ces tensions-là émotionnelles, alors qu'après, ben, ton corps, il se détend, tu dors mieux, tu récupères mieux, tu as plus d'énergie. Fait que ton corps, il te sert plus juste à refouler tes émotions, hein? Il te sert à ce à quoi il est supposé te servir, te mouvoir dans la vie, tu sais.
Ensuite, un autre bénéfice, c'est que tu arrives mieux à poser des limites qui sont claires. Avant, tu dis oui tout le temps pour te faire pour faire plaisir, pour avoir peur parce que tu as peur de décevoir. Tu te sens vidé parce que tu dis oui à tout le monde, tu mets pas tes limites, etc. Après, tu apprends à dire non sans te culpabiliser. Tu te respectes, tu respectes ton espace personnel à toi. Donc, tu protèges ton énergie. T'sais, sans te fermer, là, puis sans être agressif, puis je veux plus personne dans ma vie, mais tu protèges ton énergie. Tu es groundé dans ton entièreté. Donc, ça te permet d'être plus présente, plus vivante, plus entière surtout, versus leaker, faire fuir ton énergie à droite puis à gauche. On achève, il m'en reste 3 à ma liste de 10 bénéfices de faire ce beau travail-là. On peut avoir une évolution professionnelle qui est plus alignée. Fait que peut-être qu'avant, là, tu restes dans une job que tu détestes parce que tu as peur, encore une fois, de te faire rejeter. Tu as peur de ne pas trouver quelque chose d'autre. Tu restes dans des jobs par sécurité, par peur de l'échec. Tu as peut-être le syndrome de l'imposteur, tu sais. Après avoir fait ce travail de guérison-là, ou plutôt dans ton cheminement de travail de guérison, parce que c'est dur d'avoir un après fixe, hein? C'est toujours quelque chose qui, encore une fois, évolue. Bien, t'oses changer de voie, t'oses te montrer, t'oses faire briller ta lumière, tu fais des choix alignés avec tes valeurs, tu travailles plus par élan, par inspiration, moins par la peur. Fait que tu oses plus. Ça t'amène dans des carrières, dans des professions, dans des emplois, dans des entreprises qui te font beaucoup plus de bien, qui sont plus alignées. Numéro 9, 9e bénéfice, c'est que ça t'amène à reconnecter à ton enfant intérieur, ton inner child. Hein? Entre autres, moi, avec mon masque très de rigidité, j'ai vieilli vite. On me disait quand j'étais très jeune, Claudia, t'es donc bien mature pour ton âge. Et moi, je trouvais ça donc bien comme un beau compliment, tu sais. Sauf que ça m'a coupé beaucoup de la créativité, le plaisir, le letting loose, tu sais, perdre le contrôle, avoir du fun, puis genre être spontané, puis être vraiment dans l'enfant intérieur, tu sais, de jouer, tu sais. C'est encore pas nécessairement facile pour moi d'être comme ça, tu sais. Alors que de faire ce travail-là, c'est comme tu as le droit, toi aussi, de let loose, puis de monter sa table, puis de danser, puis de te laisser aller, puis de rire, tu sais. Tu retrouves un élan qui est plus comme vital, hein, une intuition, une spontanéité qui fait du bien. Et finalement, tu fais moins de projections sur les autres. Donc, parfois, quand on est beaucoup prise dans ces blessures-là, on va croire que c'est l'autre qui est le problème, hein. L'autre me trahit, l'autre me rejeté, les autres me comprennent pas. Je suis la victime. Ça m'arrive à moi, tu sais. Alors qu'après, tu prends du recul, puis t'es comme, attends une minute, là, j'ai une responsabilité dans tout. Je reconnais qu'est-ce qui vient de moi. Moi, ça aurait été facile d'en vouloir à mon ex pendant des années, puis dire, il m'a trompé, puis il m'a menti, puis blablabla. Honnêtement, je n'ai jamais été dans cette réflexion-là. Rapidement, je me suis dit, OK, c'est moi qui a attiré ça, c'est moi qui a accepté ça, c'est moi qui n'a pas dit mes limites, qui avait peur de me faire abandonner puis d'être toute seule parce que je pensais avoir finalement trouvé un homme qui était aligné avec ma vision. C'est moi qui m'a abandonné moi-même, en fait, tu sais. Donc, c'est ma responsabilité. Est-ce que ça excuse puis ça justifie qu'est-ce qu'il m'a fait? Pas du tout, là. Ça reste des comportements vraiment pas nice, là. On s'entend, mais si j'avais simplement pointé du doigt puis j'avais projeté mes propres choses sur lui, j'aurais pas fait le travail de guérison après, puis après ça, j'aurais pas attiré un homme tellement sain puis tellement honnête qui m'aurait jamais fait ça. Donc, on vit dans des relations qui sont des miroirs d'évolution. Hein? Qu'est-ce que cette personne-là peut m'apprendre? Que ce soit dans les relations amoureuses, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, etc. Donc, on projette moins sur les autres, puis on utilise les autres comme justement un beau miroir. Puis ça, mon Dieu, que c'est un espèce d'accélérateur de croissance personnelle, tu sais. Fait que bref, guérir sa blessure, là, guys, ça veut pas dire que tu deviens parfaite, on s'entend, hein? Ça veut dire qu'en général, tu vas arrêter de vivre avec tes défenses, justement, avec tes automatismes, avec tes peurs, avec tes triggers, puis tu vas vivre à partir de ton essence, ton authenticité, en lien avec tes besoins profonds, puis tes valeurs, puis ce que tu veux. Puis ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. Vraiment, vraiment la peine. Donc, un long podcast aujourd'hui. Je me doutais que ça allait être un petit peu plus long que d'habitude. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. Il va me rester votre quote de l'épisode à vous donner que je finis toujours. En fait, je finis chaque épisode avec une citation, hein, que ce soit moi ou mes invités. Donc, on continue cette belle tradition-là. Mais je voulais juste rapidement plugger que pour vous aider avec ce travail-là, c'est sûr que, bon,
coaching, thérapie, hypnose, il y en a plein de modalités extraordinaires. Allez-y avec qu'est-ce qui résonne. Moi, bien sûr, j'adore le coaching et j'adore l'approche vraiment psychosomatique, donc travailler avec le corps. Et moi, personnellement, la façon que je peux vous aider, au-delà d'essayer de vous faire des podcasts les plus awesome possibles à chaque semaine, puis vous référer justement à des livres, à des gens, à des ressources, à d'autres podcasts. Moi, je travaille beaucoup avec le mouvement puis le Reiki. Donc, l'aspect énergétique, quand on parle de se libérer de certaines choses, c'est sûr que ça peut tellement aider d'aider à reconnecter avec ces émotions qu'on a peut-être refoulées. Ça peut vraiment aider de se sentir en sécurité au niveau de notre système nerveux, safe dans notre corps. Ça peut certainement aider au-delà des autres bénéfices, la relaxation, l'apaisement, le bien-être global, le meilleur sommeil, etc. Donc, si vous êtes curieuse d'intégrer des modalités de Reiki dans votre cheminement personnel de guérison de vos blessures, ça va me faire absolument plaisir de vous aider. Et mon autre modalité principale, c'est le mouvement. Donc, pas nécessairement de l'entraînement, 3 séries de 10 squats à 50 livres. Là. Oui, il y a ça, c'est sûr, pour être en forme, garder sa masse musculaire, etc. Mais connecter à son corps par des mouvements qui sont intentionnels, qui sont conscients, qui sont variés, qui sont décortiqués, qui sont adaptés. C'est sûr que ça, c'est quelque chose que je peux vous aider absolument, qui peut bien sûr venir supporter le travail de guérison que vous faites. On libère énormément par le corps et on oublie souvent cet aspect-là. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous aider. Et enfin, je vous laisse avec une citation de Lise Bourbeau, qui est un petit peu l'inspiration principale aujourd'hui du podcast. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait qui nous détruit, mais ce qu'on continue... Je vais recommencer, my God. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait qui nous détruit, mais ce qu'on continue à se faire à soi-même en pensant que c'est normal. Donc, c'est une belle citation pour se rappeler que la guérison, ça commence quand on arrête de reproduire nos propres prisons intérieures. Fait que ce qui t'est arrivé, là, ces blessures-là, là, quand t'avais 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, là, c'est pas ça qui nous détruit. C'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de tes parents. Mais à l'âge adulte, c'est notre responsabilité de faire ce travail-là sur soi puis de travailler à guérir tout ça pour nous amener du bien-être, pour nous défaire de nos prisons intérieures. Parce que si on continue à se faire du mal à cause de ces blessures-là, encore une fois, ça nous revient à soi-même. Puis c'est ça qui nous fait du mal, parce qu'on pense que c'est normal, right? Donc, encore une fois, laissez mijoter tout ça, allez dans vos introspections, faites un peu de journaling, allez voir quelle blessure résonne le plus avec vous, écoutez cet épisode 2 fois plutôt qu'une, procurez-vous un livre peut-être sur le sujet, mais je vous inspire, je vous invite à faire et à continuer ce travail de guérison-là des 5 blessures de l'âme parce que, my God, que ça amène des bénéfices awesome.